Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a un spécial pour vous. Il y a un spécial pour vous parce que dans le spécial, c'est que j'ai le plaisir de me faire inviter sur mon propre podcast par un bon ami à moi, Nathan Fortin. Nathan qui est habitué dans le domaine du podcasting parce qu'il en a fait et il en a produit plusieurs. Donc, l'idée est venue dans une discussion, lui et moi, de m'inviter pour faire en sorte que vous en appreniez davantage sur moi, comme coach, comme formateur, mais aussi comme entrepreneur. Donc, comme le podcast s'adresse pour vous, leaders, gestionnaires et entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, on va inverser les rôles, Nathan et moi, et c'est moi qui va me prêter au bombardement de questions que Nathan va m'adresser. Donc, Nathan, je te souhaite la bienvenue et je te passe le flambeau. J'espère que ça va. Première question, François. Comment te sens-tu? Même, je me sens fébrile. T'es pas habitué d'être dans l'autre chaise? Ça m'est pas arrivé souvent. Mais j'ai fait quelques podcasts où j'ai été invité, mais ça m'est pas arrivé souvent, effectivement. Non, c'est cool. Oui, puis c'est vrai, j'ai écouté des podcasts où tu avais été invité aussi, puis c'est intéressant, puis c'est peut-être un peu là aussi l'idée qu'on a eue de se dire, pourquoi on le fait pas ensemble, deux amis atypiques? Tu l'as dit en introduction, je trouve ça gentil que tu le nommes. Moi et François, on est des collaborateurs, on travaille sur des idées ensemble, puis on est des amis dans la vie. Vous devinerez facilement qu'il m'amène beaucoup de sagesse. T'es-tu prêt pour tes questions? Du moins, j'essaie de t'apporter de la sagesse. Il amène de l'eau au moulin, mais là, le moulin, ce qu'il fait avec, on le sait pas. C'est ça. François, es-tu prêt pour te faire poser des questions? Il y a des questions auxquelles j'ai réfléchi, des questions auxquelles on a pensé ensemble, puis des questions auxquelles peut-être tu n'es pas au courant, dont tu vas être questionné. Je me prête à l'exercice. Donc, tu es prêt à 100% au jeu d'aujourd'hui? 3, 2, 1, go! Go! François, on veut connaître l'homme. T'aides beaucoup de gens avec ta sagesse, comme je l'ai dit. Viens juste moi-même. T'as rencontré des leaders, des organisations, des gens perdus dans la forêt comme moi. Si j'aurais à te demander, toi directement, François, c'est quoi la décision la plus inconfortable que je te dirais que t'as fait le plus grandir dans ta carrière jusqu'à maintenant? Très bonne question. Je te dirais que il y a eu, je pourrais avoir différentes réponses là, parce que il y a eu quelques événements dans ma vie, dans mon cheminement de carrière, mais un qui a été déterminant, là, c'est ce qui m'a amené à être coach et formateur aujourd'hui. Donc, j'étais dans le domaine des services financiers à l'époque. Je m'amuse à dire, j'ai fait un stage de 25 ans. Donc, j'ai été 25 ans dans le domaine des services financiers, puis j'ai occupé différents rôles, différents postes, et je gagnais très bien ma vie. Ok, donc c'était dans les 6 chiffres avec des gros chiffres, là. Donc, je gagnais très bien ma vie, ça allait très bien, mais pour des raisons personnelles où je trouvais plus la nature de ce que j'avais besoin, je retrouvais plus les fondements. Il y avait des discordances aussi au niveau des valeurs entre l'entreprise avec la direction, parce que les entreprises, on le sait, ils se renouvellent, ils se transforment, mais en se renouvelant, en se transformant, des fois, ça colle plus tout à fait à notre dossard, à notre couleur. Donc, j'ai quitté ce domaine-là, puis là, j'ai fait un saut sans parachute. J'ai laissé des gros revenus, des grosses conditions, des gros avantages que j'avais pour faire un saut sans parachute puis de me lancer dans le domaine du coaching, dans le domaine de la formation, à développer mon propre business puis à structurer à partir de zéro parce qu'il n'y avait rien, là. C'était le syndrome de la page blanche en avant de moi, là. La journée où j'ai pris cette décision-là, là, c'est que c'était un vide total. Donc, ça a été une décision qui a été importante puis une décision qui a été valorisante aussi pour moi aujourd'hui parce que
je gère ma propre business et je fais ce que j'aime le plus au monde, c'est d'accompagner des gens puis de pouvoir leur permettre d'évoluer, de grandir à l'intérieur de leurs différentes entreprises, différents statuts aussi. Des fois, on parle d'entrepreneur, mais en arrière de chaque entrepreneur, il va y avoir un homme et une femme. Donc, il y a des éléments humains aussi qui sont impliqués, impactés à l'intérieur de toutes les interventions que je fais. C'est génial. Puis, merci d'avoir pris tout cet apprentissage de vie-là pour l'offrir aux gens, finalement. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est un point qui est important. C'est quand on est dans le domaine du coaching, de la formation, mais le don de soi est un élément qu'on va retrouver là, couramment là, chez les coachs, chez les formateurs, les consultants aussi. Puis si je te demande dans ce bagage-là, justement, dans ce saut en parachute-là que tu as fait, finalement, oui. Pour aller servir une clientèle de gens qui s'en vont vers le naufrage, peut-être, sans toi, c'est quoi le plus grand mensonge, selon toi, mettons que quelqu'un en organisation, un leader, un décideur, un entrepreneur, c'est quoi le plus grand mensonge qui se raconte à lui-même aujourd'hui, tu penses, actuellement dans la vie? Bien, comme je travaille davantage, pour ne pas dire principalement, avec des entrepreneurs puis des gestionnaires de haut niveau là, en entreprise, je te dirais que c'est que les gens vont se surévaluer. De dire, bien, écoute, j'ai la capacité de faire, j'ai la capacité d'accomplir. Donc, ils vont se surcharger en termes de responsabilité puis en termes de faisabilité. Donc, ils se croient invincibles, ils se croient non vulnérables. Donc, ils vont en prendre lourd, large sur leurs épaules, se surcharger. Puis, par le fait même, bien, écoute, vont se distancer de leurs émotions, de leurs ressentis. Puis, finalement, bien, des fois, le corps peut nous parler très fort. Donc, ça peut être la maladie, puis ça peut être des problèmes d'ordre psychologique aussi, d'épuisement professionnel, où ça déborde complètement. Donc, mais ce sentiment-là, là, tu sais, de se mettre des lunettes roses, puis se regarder dans le miroir, puis de dire, mais écoute, je suis infaillible, je suis invincible, puis Superman, Superwoman, là, puis tout va se passer comme je le veux. Mais la vie, là, nous ramène très souvent, des fois, très radicalement à l'ordre, là. C'est solide comme réponse. Je te remercie beaucoup. Ça m'ouvre la porte à, justement... Non, mais, tu sais, toi, dans ton parcours de vie, là, c'est quand tu as compris que tu étais un leader puis que tu n'étais pas juste un gestionnaire. Tu n'étais pas juste un doer. Tu étais un leader. Là. Quelqu'un qu'il fallait qu'il prenne une place. Là. Je te dirais, écoute, les expériences de vie, bien entendu, puis les expériences dans le domaine de l'assurance, des services financiers. Tu sais, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, c'est début des années 1990. Puis, tu sais, je me suis lancé. Je travaillais dans une usine auparavant. Le groupe Irving, pour pas le mentionner. Puis j'ai quitté, puis je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc de développer ma propre entreprise dans le domaine des services financiers. Puis là aussi, on parlait de risque tantôt, là, c'est un risque très grand que je prenais, plongé là-dedans. Puis, tu sais, je m'apercevais qu'en travaillant avec les gens, les conseils que j'apportais, la lumière que j'apportais, parce que, bon, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de formations. Là. Dans ce domaine-là, c'est un prérequis. Là. Donc, se former pour former les autres, finalement. Ah oui. Se former pour former les autres. Puis aussi, bien, j'avais en arrière de moi tout un bagage d'expérience. Un bagage d'expérience, parce que j'ai fait du domaine syndical, j'ai fait du domaine politique aussi, Chambre de commerce, Fédération des chambres de commerce du Québec et autres. Donc, en naviguant à l'intérieur de tout ça, bien, écoute, ça m'a déjà donné un bagage, tu sais, ça a déjà rempli le contenant. Puis là, le contenu, bien, par la suite, bien, on est capable de le livrer puis d'apporter, selon les situations, les événements, d'apporter des lueurs d'espoir là où les gens n'en voient pas. Mais quand j'ai vraiment pris la direction d'un centre financier pour exercer un leadership, là, je me suis aperçu que le leadership était un peu comme inné chez moi. Donc, ça se cultive, le leadership. Je te dis pas que c'était inné puis que c'était parfait en partant. Ça ne l'est toujours pas non plus parce que la perfection, tant qu'à moi, elle n'est pas de ce monde, ça existe pas. Comme quelqu'un qui a une belle voix, là, il faut que tu te pratiques quand même à cette voix-là. Ah, là. oui. Il faut que tu la... Oui, puis tu la réchauffes, tu sais, puis les vocalises, là, parce que, tu sais, tous les chanteurs... Exact. C'est la même chose avec le leadership, finalement. Oui, tu l'as, mais il faut que tu le pratiques, il faut que tu le développes, il faut que tu l'optimises.
Tout à fait. Tu le pratiques, tu le développes, tu le peaufines, puis tu l'ajustes parce que, tu sais, l'économie n'est pas statique. L'économie, là, c'est en mouvement, c'est tout le temps. Moi, je m'amuse à dire que la seule routine dans la vie, c'est le changement. C'est la seule routine qui existe. Donc, quand tout est en mouvement, tout est en changement, bien, ça nécessite et ça implique que toi aussi, tu sois en mouvement, en changement dans ton style de leadership, dans la façon de l'exercer. Tu sais, fait que prendre le miroir, puis le tourner de bord, puis se regarder droit dans le miroir, puis de dire, mais écoute, je suis rendu où aujourd'hui par rapport au marché, par rapport à l'économie, par rapport, puis comment je trouve ma place là-dedans, puis que je deviens inspirant, puis que j'inspire les gens. Fait que c'est là où je me suis aperçu, là, quand j'ai arrivé dans le domaine de l'assurance, de la finance, en exerçant mes premiers mandats de leadership, que j'avais ce talent-là chez moi, là, cette capacité-là, ces compétences-là, puis ça nécessitait de tout simplement, comme un diamant, de polir le diamant, puis d'y apporter, passer d'une valeur brute à une valeur plus raffinée. OK? Puis on peut toujours continuer de polir le diamant. Totalement. C'est intéressant parce que tu sais, les diamants, finalement, ils ont tout un chemin de vie pour devenir des diamants, on le sait. Hein? C'est de la science, c'est de l'alchimie, finalement. Ça va les transformer. Le diamant, ça part quoi? Du charbon, je pense, quelque chose comme ça. Puis là, c'est ça? Tu peux le transformer en diamant. Oui. Tu sais, oui. Fait que c'est un peu la même chose que je vois. Puis en même temps, ben, le diamant, on le regarde, on le trouve beau, mais on connaît souvent peu l'histoire de ce diamant-là. Fait que dans ma question... Exemple, toi, si tu es un diamant, ben, tu as un parcours de vie. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voit pas sur LinkedIn de toi qui explique 80 de ta réussite comme diamant? Bien, j'ai touché un petit peu tantôt, tu sais, chez nous, on était une grande famille. Tu sais, c'est une famille de 10 enfants. Ma mère s'est mariée 2 fois, a été veuve 2 fois. 2 fois, a perdu ses maris, deux événements séparés. Son premier conjoint, c'est un accident tragique. Mon père, c'est un cancer. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, puis les plus vieux de la famille prenaient le collier pour apporter de l'eau au moulin, du pain sur la table. Donc, c'est ça. Fait que moi, comme tous les autres garçons de la famille, bien, on a été impliqués très rapidement à aller sur le marché du travail, puis à prendre des rôles, à assumer des positions, des postures pour pouvoir en arriver à faire en sorte que la famille ait de quoi s'alimenter, puis de quoi aussi s'abriter, là. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, des expériences de vie qui ont été formatives. Pour moi, c'est pas négatif. OK? C'est formateur. J'ai appris des choses que j'aurais pas appris autrement. Donc, dans ma lecture à moi, là, je vois ça d'une façon plutôt positive et constructive. Après ça, bien, écoute, quand je suis rentré sur le marché du travail, il y a eu le domaine syndical. Fait que j'ai été très impliqué dans le domaine syndical pendant les 15 années où j'ai passé à l'intérieur de l'entreprise Irving. Et impliqué dans le domaine syndical à un point tel que je me suis retrouvé vice-président principal sur le conseil central de la CSN du Bas-Saint-Laurent, où j'avais à recruter, former et développer des exécutifs syndicaux. Donc, la formation puis l'intérêt pour l'humain là, vient déjà de mes premières expériences de travail. À l'usine, il y avait 150 travailleurs qui travaillaient là, mais il y avait de la formation, santé, sécurité au travail. J'étais impliqué là-dedans. Donc, la politique municipale est arrivée aussi pendant cette période-là, mais en tant que conseiller municipal puis maire suppléant, ben j'étais responsable des comités ad hoc. Donc, je faisais des interventions publiques pour différentes sellettes. Tu sais, on sait très bien que dans un milieu municipal, il va y avoir la bibliothèque, puis il va y avoir un musée, puis bon, il va y avoir le comité des loisirs, etc. Donc, j'étais déjà encore impliqué là-dedans, puis à éduquer, comme tu disais tantôt, les personnes par rapport aux différentes facettes de services qui s'offraient à eux. Le monde syndical, ça a été un autre volet qui est important. Après ça, bien, écoute, les chambres de commerce. Président de chambre de commerce, j'ai fait 2 mandats à la chambre de commerce de Rivière-du-Loup, où j'ai appris beaucoup à côtoyer des entrepreneurs, à côtoyer des chefs d'entreprise, des dirigeants. OK? Puis moi, là, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui est très opportuniste. Donc, j'apprends beaucoup des gens, puis j'apprends beaucoup dans l'action aussi. Sur le terrain. Donc,
Ah oui, concrètement sur le terrain. Puis là, je suis comme une éponge. Là, des fois, les gens vont me voir puis ils vont penser que je suis discret, que je suis gêné, je suis timide. Non, je suis en train d'observer puis je suis en train d'accumuler du data. Là. J'encaisse le data puis je rentre ça dans le cerveau. Là, puis ça tourne, ça spinne. Puis je décortique les informations. Là, puis là, j'en arrive à être capable de faire un consensus ou une analyse très exhaustive d'une situation qui peut peut-être prendre 1 heure puis de ramener ça à 2, 3, 4, 5 minutes. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est inné, c'est chez moi. Puis avec le temps, je l'ai travaillé, je l'ai peaufiné, je l'ai développé. Et bien entendu, quand on parle de chambre de commerce, j'ai siégé aussi à la Fédération des chambres de commerce du Québec, où j'ai eu un rôle comme président de chambre de commerce. Mais plusieurs années plus tard, je suis revenu sur des comités ad hoc, entre autres le comité importation-exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec, où j'ai siégé sur ce comité-là, OK? Justement au niveau de toute l'industrie manufacturière québécoise qui importe, qui exporte, OK? Puis de travailler de façon en synergie, bien entendu, avec les autres personnes, mais de travailler, de collaborer pour donner un souffle puis un air nouveau aux membres de la fédération, puis aux non-membres aussi, parce que, tu sais, quand tu ne fais pas partie d'une fédération, ça ne veut pas dire que parce que tu n'en fais pas partie, qu'il n'y a pas des retombées qui arrivent par la bande à côté. Là. Exact. Donc, c'est ce que tu ne vois pas sur mon LinkedIn qui décrit plus la personne que je suis. Ça fait que c'est le terroir dans quoi tu as poussé finalement. Ça explique beaucoup de choses. Puis ça me fait penser que dans ce parcours-là, automatiquement, vu que tu es une éponge, tu as pu éponger des meilleurs, puis tu as pu voir aussi des contre-exemples de ce qui n'était pas du bon leadership. Fait au nombre de gens que tu as côtoyés dans ces expériences de vie-là, ça m'amène à réfléchir et à me dire que tu as rencontré beaucoup de dirigeants. Fait que selon toi, c'est quoi l'erreur principale que la plupart, en ce moment, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, nos meilleurs dirigeants, sans le comprendre et sans le savoir peut-être, même les plus brillants, c'est quoi l'erreur qu'ils font le plus souvent, ces gens-là? Je te dirais, ce que j'observe, là, c'est... tantôt, je te parlais de personnes infaillibles, mais également, beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent avoir réponse à tout. Ils doivent avoir la réponse à tout, en tout temps. Puis, tu sais, en claquant du doigt, il faudrait que ça soit là. Puis là, je le dis, faudrait. Là. Puis là, tu vas entendre les personnes avec le mot faudrait. Faudrait. Faut que. Là. OK? Puis les faucons aussi. Là. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, d'avoir la vérité absolue, d'avoir la réponse facile, puis d'avoir la réponse au bout du doigt. Oui, il y a une accessibilité à l'information aujourd'hui. Oui, il y a une instantanéité de l'information, mais on n'est pas obligé de tout savoir, de tout maîtriser, puis de tout gérer. Là. De vouloir tout gérer, là, d'avoir un contrôle absolu, ce que j'appelle control freak, là, fait que ça nous amène à nous exposer, OK, à être davantage vulnérable. Moi, j'aime mieux dire à quelqu'un, OK, tu m'arrives avec une question, je te dis, hey, Nathan, excellente question, c'est très pertinent, OK, permets-moi de vérifier avant de te répondre, OK, parce que je ne veux pas te dire n'importe quoi. Donc, c'est humain, c'est légitime, mais souvent, les leaders, les gestionnaires en entreprise vont avoir peur, crainte de jeter une image de quelqu'un qui manque de compétences, qui manque de connaissances. Donc, d'exposer sa vulnérabilité, d'exposer son authenticité, je pense que c'est une grande force qui fait partie du leadership, puis d'un leadership qui est inspirant, comme je disais tantôt. C'est super intéressant, puis justement, là, c'est vraiment dans la terminaison. Tu m'expliques un peu plus ta vision du leadership, j'aime ça. Dernièrement, sur les médias sociaux, on te voit, tu parles beaucoup dernièrement de leadership durable. J'ai entendu le leadership bienveillant, le leadership conscient. Il y a beaucoup de leadership. Comment toi, mettons, pour quelqu'un, exemple, qui arrive là puis qui voit ça, qui te rencontre pour la première fois, comment tu pourrais me résumer facilement, selon toi, c'est quoi la différence entre du leadership puis du leadership durable? Oui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de... Il y a des mots qui sont à la mode. Il y a des expressions qui sont à la mode. OK? Leadership durable, en passant, le mot leadership durable est enregistré au niveau canadien
en français, bien entendu. Mais leadership durable, c'est une marque de commerce qui est la propriété de Formation 360, mon entreprise. Donc, ton équipe et toi, complètement, vous avez le droit d'utiliser cette terminaison-là, mais pas les autres. Non. Donc, les gens qui l'utilisent, le savent pas, mais il y a un trademark dessus. Donc, il y a une marque de commerce déposée. Ah ouais? Okay? T'as des droits d'auteur, là? J'ai des droits d'auteur. Donc, c'est ça. Fait que, au niveau du leadership durable, je te dirais, le leadership durable est composé de plusieurs éléments. Okay? Tu parlais de conscient. Ben oui, le leadership conscient fait partie du leadership durable. Comment veux-tu avoir un leadership durable dans le cas où tu n'es pas conscient de ce que tu fais puis de ce que ça donne, les actions que tu poses concrètement? Je suis d'accord. Donc, puis l'être humain, puis ça, c'est de la déformation professionnelle au niveau de toutes les formations que j'ai faites en neurosciences, l'être humain, à plus de 80 va prendre des décisions sur le pilote automatique. Donc, dans une journée, sur toutes les décisions qu'on va prendre, plus de 80 des décisions sont prises sans y penser. C'est du repeat business. Exact. C'est du repeat. C'est sur... moi, j'appelle le cerveau ici, le limbique. Là. Donc, sur le cerveau limbique, que j'ai surnommé la boîte noire de l'avion chez l'humain, là, sont enregistrés des mégas et des mégaoctets de données. Donc, puis des gigaoctets aussi. Fait que c'est enregistré, puis là, on est sur des automatismes. Mais quand je suis sur un automatisme, je suis pas conscient. Si je suis pas conscient, bien, il risque d'avoir des résultats sur les décisions que je vais prendre qui sont plus tout à fait appropriés. Puis d'autant plus qu'avec la COVID qui est arrivée en 2020, OK, la COVID, pour moi, là, on ne parlera pas de la maladie, là, parce que ça a été traité de toutes sortes de façons, mais la COVID, pour moi, c'est un accélérateur de changement. Donc, le changement s'est mis en opération d'une façon grandiose. Et le changement qu'on aurait vécu sans la COVID, probablement, qu'on vit actuellement, ce serait probablement étalé sur une période de 10, 12, 15 ans. Oui, ça a été un vecteur de rapidité. Là. Ah oui, de rapidité, d'accélération. Oui. Donc, si moi, là, je reste campé dans ce que je sais, dans ce que j'ai appris il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans passés. T'es passé d'âge. Puis je suis dans une économie qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Je suis en train de me tirer dans le pied parce que je manque de conscience dans ce que je fais. Donc, à l'intérieur du leadership durable, il y a la conscience. À l'intérieur du leadership durable, il y a de l'intelligence émotionnelle. On travaille avec des humains. Donc, la technologie, je suis loin d'être fermé à la technologie. L'intelligence artificielle, je l'utilise moi aussi. Mais je l'utilise comme outils. Ce sont des outils, ce sont des éléments qui viennent me servir, moi, dans le cadre de mon travail, quand que je suis assis avec un Nathan, puis que je travaille, par exemple, pour l'accompagner dans des défis organisationnels, promotionnels, défis d'entreprise. Donc, mais je vais utiliser les outils, mais je vais conserver mon rapport humain. Donc, si je suis en train de travailler avec Nathan, puis que là, je vois là, qu'il a l'œil vitreux, il va dire, écoute, attends un peu, là, il est peut-être fatigué, il a mal dormi, qu'est-ce qui est arrivé? Je peux tout simplement traiter ma business, mais quand je manque d'intelligence émotionnelle, ben, je ne verrai pas non, je ne verrai pas l'humain en arrière de moi qui est peut-être en situation de difficulté ou qui a besoin. Là. Tu sais, il peut vivre des moments difficiles. Chaque être humain, là, on a nos vies. Donc, je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants. Aussi, il y a tout le volet économique, social puis gouvernance. Donc, ça aussi, c'est important. Comment je me gouverne moi puis comment je gouverne mon entreprise? Comment j'impacte l'économie autour de moi? Tu sais, on parle beaucoup d'expérience client aujourd'hui. Donc, en entreprise, l'expérience client, l'accueil du client, la fidélisation du client, la loyauté du client, mais la loyauté des entrepreneurs à l'intérieur de leur propre entreprise. Comment moi, je suis loyal à mon entreprise? Là, tu vas me dire, François, je gère ma business. Oui, tu gères ta business, mais comment tu es loyal? Est-ce que tu es foncièrement honnête envers toi-même? Puis comme je disais tantôt, tu te mets le miroir devant la figure, puis tu te dis, mais écoute, attends un peu, là. Là, je m'en vais sur une mauvaise track. Là. Je suis en train de prendre des mauvaises décisions parce que je suis influencé par des émotions qui m'animent intérieurement. Puis ces émotions-là m'amènent à poser des gestes. Je donne un exemple. Okay? L'été qui vient de passer, j'ai une cliente là, qui s'est dissociée de son partenaire d'affaires. Puis son partenaire était son conjoint. Oh, OK. Donc, c'est gros, ça. C'est gros. Mais durant tout l'été, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris l'été off. Donc, elle est redevenue une jeune femme célibataire. Il y avait beaucoup de prétendants, il y avait beaucoup d'activités. C'est l'été. Mais elle a manqué de loyauté
envers elle-même, parce que ce qui est arrivé cet automne, hein, c'est qu'elle est en rupture d'activité au niveau de son entreprise. Elle a des difficultés à régler le différend avec son ex-conjoint. Fait qu'elle s'est mise dans l'embrouille, OK? Parce qu'elle a perdu le focus sur son entreprise. Donc, à quelque part, le focus sur elle-même a eu un impact sur son entreprise. Un plaisir temporaire, des fois, hein? Tout à fait. Je comprends. Tout à fait. Puis, s'ajuster au niveau économique aussi. Là. Fait que, il y a des grands enjeux. Le leadership durable, c'est plus qu'un simple mot à la mode. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui va impliquer différents éléments pour faire en sorte qu'on puisse se retrouver dans une situation de gouvernance et d'impacter positivement tant la clientèle, tant les employés, tant la communauté. Donc, je parlais d'expérience employée tantôt, mais il y a d'expérience client, mais il y a une expérience employée aussi. Puis tu parlais de la bienveillance, là, qui est un mot à la mode aussi, mais il y a de la fausse bienveillance. Il y a de la bienveillance là, qui est annoncée, qui est affichée pour attirer, mais en arrière, là, les fondements ne sont pas solides, puis ça s'effrite rapidement. Donc, je pense que je reviens sur un mot que je disais tantôt, là, l'authenticité. D'être authentique, OK, puis de vraiment véhiculer ce message-là, puis de faciliter les zones de collaboration, de cohésion, OK, puis de faire en sorte que, tu sais, l'argent, c'est une chose, là, mais réussir sa vie, c'est pas avoir 10, 15 millions dans son compte de banque. Là. Non. Fait que je peux réussir ma vie financièrement, mais manquer ma vie personnellement puis humainement parlant. Puis le leadership durable, c'est 360. C'est ta vie personnelle, professionnelle, familiale, c'est tout, là. Exact. Et c'est pour ça que le nom de mon entreprise s'appelle Formation 360. Ça fait du lien. Donc, on fait le tour. Puis mettons, là, moi, je m'appelle Nathan, fait que je suis très proche des éditions Nathan. Qui ont créé le dictionnaire Le Petit Robert, comme tu le sais. Mettons que j'aurais le leadership durable, puis là, moi, je le mets dans le dictionnaire demain matin. C'est quoi sa définition à une phrase qui est claire pour tout le monde? Là? Tu sais, on se rencontre dans un ascenseur, toi, puis moi, je te demande, c'est quoi le leadership durable en une phrase? Qu'est-ce que tu me réponds? Je te dirais, c'est... je vais essayer de mettre ça dans une phrase. Je disais que j'avais une capacité synthèse tantôt, il faut que je le prouve. Mais c'est d'atteindre des résultats, sans y laisser sa santé, sans y laisser sa peau, puis en demeurant en équilibre dans l'ensemble des sphères de sa vie. Oh shit. C'est dans le dictionnaire! Non, j'ai aimé ça. Ben, j'ai aimé ça. Oui, wow. Oui, parce que, tu sais, à quelque part, tu sais, d'avoir des résultats, tout le monde court après des résultats. D'ailleurs, il y a un mot qui est très à la mode qui est performance. Puis moi, ce que je dis régulièrement, c'est cesser de viser la performance, viser plus l'excellence. La performance est alignée sur des résultats. Concrètement, là, ce sont des résultats. Donc, j'atteins des résultats qui sont mesurables, puis j'atteins des zones de performance. Mais quand je parle d'excellence, là, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux avec les ressources que j'ai. Mieux avec les ressources humaines, logistiques, physiques, matérielles, financières. Est-ce que tu peux être excellent sans être performant? Tu peux être excellent sans être performant, puis tu peux être performant sans être excellent. C'est l'amalgame des deux qui va permettre d'atteindre le point de jonction où les gens vont trouver leurs bénéfices. Wow. Donc, je peux être excellent, mais pas avoir de performance. Puis je peux être performant sans avoir d'excellence. Ou des gens comme moi, peut-être, tu sais, déjà que on se côtoie, tu le sais. Tu sais, moi, je pense que j'excelle dans des choses parce que je suis créatif, je trouve des solutions, mais je suis pas quelqu'un qui tripe sur la performance, comme tu le sais. Tu sais, j'en veux pas plus dans mon assiette pour autant. Oui. Fait que je le comprends, ce que tu veux dire. Je le vois, le lien. Puis en partant, c'est vrai ce que tu dis, il y a des gens qui sont hyper performants, mais ne sont pas excellents. Non, parce qu'ils vont dilapider des ressources. Ouais. Si on regarde, tu sais, puis sans être dans le jugement... Ils vont se brûler eux-mêmes, même des fois. Leur première ressource, c'est eux autres, burn-out, là, tu sais. Burn-out, épuisement, fatigue totale. Tu sais, je disais tantôt, tu sais, les personnes qui se croient invincibles là, puis non vulnérables, tu sais, écoute, à quelque part, ils vont faire des 80, 90. J'ai déjà vu des propriétaires d'entreprise mettre au-dessus de 100 heures par semaine. Mais tout ça, pourquoi? Donc, il faut être capable... C'est une très bonne question. Je dis pas qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Non. Okay? Oui, il y a de l'effort. Oui, il y a des sacrifices. Oui, il y a des enjeux. Mais maintenant, écoute, à quelque part, c'est d'avoir la lucidité, la conscience, comme je le disais tantôt, OK, de revenir, de tourner le miroir de bord, de se regarder puis de dire, attends un peu, là, je fais quoi? Là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de progresser? À quel coût?
je suis en train de progresser. Puis, qu'est-ce que je dois faire pour continuer de progresser? Parce que l'être humain a besoin de s'accomplir, a besoin de développement, a besoin de nouveautés. Donc, qu'est-ce que je fais pour me respecter dans mes choix de vie comme entrepreneur, comme gestionnaire, mais en même temps, OK, de pouvoir profiter de la vie? Parce qu'une vie, ça se passe vite. OK? Tu te tournes la tête, puis tu as déjà 10 années de passé. C'est vrai. Fait que ça passe vite. Le temps que je n'ai pas en famille, le temps que je n'ai pas avec mes amis, là, ce temps-là, il ne reviendra plus. Parce qu'il y a une ressource qui est hyper importante dans la vie. Et c'est selon moi, la ressource la plus importante, c'est le temps. C'est vrai. L'argent, on en perd, on est capable de se revirer de bord puis d'en gagner d'autres. Pas du temps. Le temps qui est passé ne reviendra jamais, on ne peut pas l'emprunter à personne. Donc ça, c'est hyper important. Puis justement, c'est drôle parce que ça m'ouvre la porte à mon autre question, tu sais. On a du temps dans la vie. Fait que, tu sais, ça peut te prendre 20 ans de devenir meilleur, ou ça peut te prendre 10 ans, ou 5 ans, ou 1 an, on le sait pas. Ça dépend de ce que tu emploies, de tes ressources, de ta recette. Toi, tu crées des programmes. Oui. Pourquoi tu crois qu'exemple, tes programmes à toi ou ceux de d'autres personnes que tu connais transforment les leaders plus vite qu'exemple que des années de lecture? Tu sais, moi, j'ai lu, tu le sais, j'ai lu toute ma vie. J'ai lu le Moine et sa Ferrari, j'ai lu Dale Carnegie, j'ai lu Ford, j'ai lu. Et tu connais des gens comme moi qui lisent. On passe des années à lire. Mais qu'est-ce qui fait que d'embarquer dans un programme comme le tien, tu comprends, va venir travailler autre chose que cette lecture-là, peut-être? Pourquoi? Je trouve ça très intéressant comme question, puis de la façon dont tu l'amènes aussi, Nathan, c'est que le Moine qui a vendu sa Ferrari, je l'ai lu moi aussi. Je savais pas, on a une lecture en commun. C'est vrai? Mais oui, non, écoute, c'est très spirituel. Ben oui. C'est une quête, une recherche de soi. Là, ben oui. S'identifier aussi. On le conseille aux gens en passant ce livre-là. Là. Oh oui, c'est très bon. C'est très, très, très bon. Donc, mais à l'intérieur de ta question, tu sais, on pourrait s'amuser tous les deux ensemble de revenir sur le même livre, puis tu vas avoir une lecture de ce livre-là qui risque d'être différente de la mienne, et je vais avoir des éléments qui vont me marquer plus compte tenu de mon vécu, compte tenu de mon expérience. On a lu le même livre, toi puis moi, mais on n'a pas digéré la même matière première dedans, c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas la même personne. Exact. On n'a pas le même vécu, pas les mêmes expériences. Donc, quand j'arrive dans le domaine du coaching, puis plus précisément de la formation, moi, ce que je fais, là, puis, il y a d'autres personnes que François Deschamps dans la vie, là, qui ont eu un parcours de vie atypique, puis qui ont touché à tout, là, ou à presque. Là. Je parlais de mon expérience tantôt, puis j'ai coupé court parce que j'aurais pu m'échelonner là-dessus là, pour un bon bout. Mais à quelque part, ce que je fais, c'est qu'avec les outils que j'ai, avec la neuroscience, les formations que je suis allé chercher, bien, ça me permet de pouvoir travailler avec l'humain par des questions, par des tests, parce que j'utilise des outils psychométriques, OK, puis différents petits tests aussi, qui me permettent de pouvoir identifier le profil de la personne, de voir son système de croyance, de voir ses valeurs, de voir ses blocages potentiels au niveau de son cheminement, de sa progression professionnelle et personnelle. Ce qu'on ne peut pas faire tout seul en lisant, finalement. C'est pas vrai qu'on fait tout ça en lisant. Là. Non, parce que tu n'as pas la capacité d'avoir le regard observateur et de juste et bonne critique. Ce n'est pas une critique destructive, une critique constructive pour amener la personne à aller plus loin, à prendre conscience de certains patterns, certaines habitudes, certaines limitations, croyances, comme je parlais tantôt, OK? Puis d'arriver à aller ailleurs. Je te raconte une anecdote. J'ai une cliente, à un moment donné, il y a quelques années passées, qui me dit, mais tu sais, François, elle était dans le domaine des services financiers. Puis elle me dit, tu sais, François, elle dit, moi, je suis dyslexique. Puis là, elle est en train de me donner un chapitre, là, selon, je ne sais pas quel chapitre de la Bible, mais elle est en train de me donner un chapitre, OK, qu'à quelque part, parce qu'elle était dyslexique, elle était inférieure, elle était moindre que les autres personnes. Puis que c'était limitatif, puis que c'était quelque chose qui était contraignant pour elle. Fait que là, je l'écoute, je dis, OK, attends un petit peu, là. Je dis, là, tu me dis que tu es dyslexique? Elle me dit oui. J'ai dit, tu vas peut-être me trouver rough un peu, mais si tu veux, ça me fout, ça, moi.
Excuse-moi. Je m'attendais pas à ça. Mais voyons, elle disait ça en cœur. Là, elle a eu une réaction, mais pas la même que la tienne. Oh my God. Là, c'est moi qui est autiste, c'est moi qui ai de la misère avec le climat social. Je suis rouge, tu me fais rire. Excuse-moi. On reprend du sérieux. Continue. Je m'imaginais la gueule de la madame, genre comme, ben voyons. Je vais ajuster mon micro un peu, là, je l'ai dérangé. Je suis désolé de ce gros... Oh non, je l'ai vu, la situation, c'est pour ça que j'ai fait « My God! » Mais tu vois, ma question était simple, c'est de dire, regarde, je vais la surprendre et la déstabiliser. Fait que ça a eu l'effet escompté, donc je l'ai surpris, je l'ai déstabilisé. Mais à quelque part, je lui disais, mais écoute, qui à part toi est capable de voir que tu es dyslexique? Tu n'as pas un panneau lumineux dans le front qui dit « Je suis dyslexique ». Fait que c'est elle qui amène le problème partout, finalement. C'est en plein ça. Parce que le problème, c'est elle qui le voit. C'est en plein ce que je lui ai dit. J'ai dit, le problème, OK, c'est toi qui le soulèves. Les gens autour de toi, là, ils ne le savent pas, que tu as cette caractéristique-là, mais à part toi, là, OK, comment les gens peuvent savoir que tu es dyslexique? Tu fais un bon job, tu te présentes bien, tu as une belle personnalité, tu as un bon vocable, OK? Tu es intelligente, tu apportes des bons conseils à tes clients. Crois-le ou non, aujourd'hui, là, cette personne-là, dans l'équipe de vente, dans l'entreprise où elle est, là, elle est dans le top 50 de la compagnie au Canada. Elle pensait qu'elle valait rien. C'est ça qu'elle valait rien. Donc, à quelque part, le travail qui est à faire, là, c'est de ne pas avoir peur de se faire confronter, de se faire challenger sur des aspects de sa personnalité. D'ailleurs, quand les gens viennent vers moi, je dis, regarde, moi, mon travail comme coach, comme consultant, comme formateur, là, mais moi, mon travail, là, c'est de te montrer ce que tu ne veux pas voir. Ouais, de te dire ce que tu ne veux pas entendre. C'est pas te flatter, okay? là. C'est pas te flatter dans le sens du poil, là. Bonne expression québécoise. Oui. Puis, c'est pas non plus de supporter, de t'entendre dire des choses qui manquent de cohérence par rapport à la direction que tu veux prendre. Et je fais ça de façon très humaine. Tu sais, je suis pas imbécile, puis je démolirais pas une personne puis l'amener en dépression, là. Mais tu sais, cette personne-là, elle avait besoin d'avoir un petit shake-up. Elle a eu son petit shake-up, OK, de bonne façon, avec bienveillance, mais de la vraie bienveillance, là, OK? Puis à quelque part, mais aujourd'hui, regarde, elle m'en remercie. C'est sûr. Mais ça prenait cet électrochoc-là pour passer à autre chose. Donc, souvent, c'est pas nécessairement dans les effets gigantesques de gestes ou de changements qu'on va avoir à obtenir ce qu'on veut. Mais des fois, c'est des petits détails qui vont faire toute la différence. Puis ça m'amène, moi qui connais aussi ton contenu dans la vie puis ce que tu partages, ça m'amène ton histoire là, avec la dame. Ça m'amène à réfléchir. Tu sais, ce qu'on entend derrière de ça, c'est comme, sans ta rencontre à toi, mettons, là, elle s'auto-sabotait. C'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage parce que c'est ses pensées à elle qui l'amenaient à se dévaloriser vis-à-vis des autres. La réalité, c'est que c'est une championne. Donc, ce que ça me dit, c'est que, vu que c'est de l'auto-sabotage, on parle ici de saboteur. Toi, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup expliquer aux gens pour qu'ils en prennent conscience, connaissance, puis que ça soit tangible pour eux. Ma question va avoir 2 volets. OK? Premier volet. J'aimerais que tu me résumes, c'est quoi les saboteurs qu'on a tous? Comment qu'on les appelle, ces petits amis-là, saboteurs qui sont avec nous tout le temps? Puis après ça, par franchise et intégrité, j'aimerais ça que tu me dises c'est lequel qui t'a coûté le plus cher à toi dans ta vie. Puis moi, si tu veux, je vais pouvoir te dire le mien en échange après tout ça. On est-tu prêts? Maudit baveux. Fait que parle-moi des saboteurs un peu, puis après ça, dis-moi c'est lequel, toi, qui a été le plus corsé, là. Dans les faits, les saboteurs, c'est issu de l'enfance. Okay. Donc, c'est issu de l'enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, au niveau héréditaire, on a tous une génétique qui fait que dans certaines familles, il va y avoir beaucoup de problèmes de cancer, il va y avoir des problèmes de diabète. Donc, il y a de l'hérédité au niveau... Oui, la vue, etc. Donc, il y a cette hérédité-là. Il y a une autre hérédité qui est une hérédité comportementale.
Okay. Et on peut monter jusqu'à 7-8 générations en arrière où l'hérédité comportementale va être transmise de génération en génération. Est-ce qu'on parle d'exemple, ça, c'est exemple les gens qui vont dire sont alcooliques de père en fils, mettons? Oui, c'est un exemple? Ou encore, tu sais, la fameuse télésérie Les Bougons, là. OK, Ouais. elle dit, regarde, c'est des lâches, c'est des paresseux, puis de famille de génération en génération. Fait que c'est un fait, ça, à quelque part. Selon ta science, comportementalement, moi, d'où je viens, ça influence qui je vais devenir. Tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Puis, à quelque part, écoute, par exemple, la violence. Tu sais, l'homme dans la famille qui est violent, qui bat sa femme, qui bat ses enfants, très souvent, tu vas voir dans les générations qui vont suivre, OK, les mêmes gestes de violence qui vont être posés. Pourquoi? C'est parce que l'enfant, là, entre l'âge de 0 et 7 ans, son cerveau est considéré dans un état d'hypnose. Et ça, c'est, si vous voulez une bonne référence, le docteur Bruce Lipton, là, vous allez sur les médias sociaux, soupe, sur YouTube. Là, l'expert, là. Non, l'expert. Bruce Lipton, qui est un neuropsychiatre. Donc, 0-7 ans, le cerveau de l'enfant n'est pas formé et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent, ça fait partie de son univers. Pour lui, là, ça fait partie de sa réalité. Ce qui fait que le 0-7 ans va former l'être humain, toi, moi, puis tout le monde sur la planète. Là. On va être formé à 80 de la personne qu'on est à l'âge adulte à partir de nos 7 premières années de vie en termes de croyances, de valeurs, d'attitudes, de comportement. Fait que si pendant 7 ans, mon petit gars, comme les gens qui savent là, que j'ai un enfant de 3 ans, si pendant les 7 premières années de sa vie, je lui dis qu'il est capable, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est aimé, c'est quelque chose qu'il va croire dans sa vie après. Tout à fait. D'accord. Donc, les mots MOTS qu'on utilise chez un enfant vont créer des mots MAUX ou soulager ou éviter des mots MAUX. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, entre 0 et 7 ans, puis entre 7 et 20 ans, ça compte pour un autre 10-15 Ça veut dire que dans notre vie adulte, indépendant de toute forme d'influence extérieure, il nous reste un 5 à 10 de libre sur notre disque mou, là. Donc notre cerveau limbique. Qui est vraiment nous, ça, là? Qui est vraiment nous, qui n'est pas influencé par l'extérieur. Qui est ton essence pure, là. Exact. Combien de pourcents? Donc, c'est entre 5 et 10 qui est disponible, libre de toute forme d'influence. Donc, je reviens là-dedans. Ces fameux saboteurs-là, il y en a une dizaine, mais il y en a 5 qui sont très présents chez les humains et tous les humains ont tous les saboteurs sans exception. Okay. Donc, il y a le soi fort, il y a le fait des efforts, il y a le dépêche-toi, il y a le fait plaisir, puis il y a le soi parfait. Chacun a une caractéristique. On parle de saboteur, on peut parler de message contraignant ou de driver parce que c'est la même chose. Okay. Donc, ces saboteurs-là vont interagir avec nous. Si, par exemple, j'arrive puis je prends le fait plaisir, la personne qui a de la difficulté à dire non, la personne qui recherche l'approbation, l'amour des autres. Donc, oui. Donc, cette personne-là fait preuve de beaucoup d'altruisme. Elle est très ouverte sur les gens, une facilité à établir du relationnel avec des personnes. Donc, une personne qui est dans le fait plaisir, qui est dans le service à la clientèle, relation client, là, c'est vraiment sa place, c'est un as. En contrepartie, dans les messages contraignants, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, dans les messages contraignants, cette personne-là a de la difficulté à dire non. Donc, comme elle a de la difficulté à dire non, puis elle est beaucoup sur le oui, elle va avoir tendance à se surcharger au niveau travail pour attirer l'amour, l'affection, la tendresse, l'appréciation des autres. Donc, elle va travailler les soirs, elle va travailler les fins de semaine. Puis, au risque de s'absenter, par exemple, d'une activité avec son enfant, OK, elle va prendre du travail, puis elle va l'apporter à la maison, puis elle ne sera pas là. Donc, elle va s'oublier. À force de dire oui aux autres, on va dire non à quelqu'un d'autre, puis très souvent à soi-même. Puis en plus, cette personne-là, ce que j'entends, c'est qu'elle va dire oui professionnellement à tout le monde, elle va dire oui personnellement à tout le monde. Peut m'emmener ça va créer des gros conflits dans sa personne parce que elle est où là-dedans? Elle s'oublie, elle oublie ses proches. OK? Puis souvent, ça va être des objets, des sujets de discorde à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur de relations avec des amis. Moi, j'ai une autre cliente là, qui est dans une entreprise privée, associée, 2 femmes associées ensemble. Puis cette personne-là, quand elle est venue à moi, là, c'est parce qu'elle n'en pouvait plus. Là. Elle était rendue limite là, sur le bord d'une dépression. Mais le problème, c'était pas son associé, c'était elle. C'est elle avec son associé, finalement? C'était elle avec son associé parce qu'elle n'était pas capable de lui dire non. Ah! Fait que c'était tout le temps oui, mais elle prenait une direction dans l'entreprise qui ne cadrait pas avec ses valeurs puis qui ne cadrait pas avec la personne qu'elle est. Fait qu'elle s'éloignait de plus en plus d'elle-même pour
valoriser c'est en plein les... ça. Ouais, mais c'est OK. Puis là, les deux est en train de se déchirer, de s'entre-déchirer à cause d'un comportement qui était incompris chez elle. Mais à partir du moment où elle l'a compris, bien écoute, elle a fait des ajustements, puis elle a fait ces ajustements-là, puis elle les fait encore aujourd'hui. Mais elle sait que ce saboteur-là est toujours présent, puis il sera toujours présent chez elle. Mais à partir du moment où tu connais tes saboteurs, tu connais ton profil, ta personnalité, tu connais tes faiblesses, tes fragilités, bien à ce moment-là, ça te permet de corriger le tir. Et le deuxième volet de ta question, bien, les deux miens, le fait plaisir est très présent chez moi, puis le soifeur. Donc, le soifeur, je ne suis pas de nature la personne qui va aller vers les gens puis demander de l'aide. OK? J'ai grandi là-dedans. Je ne reviendrai pas sur mon enfance là, que je parlais tantôt, mais j'ai grandi là-dedans. OK, commencé à assumer des responsabilités parentales. En mode D, qu'on appelle mode débrouille. Oui. C'est ça, à 17-18 ans, tu sais, puis là, tu prends ça sur les épaules. Mais écoute, je parlais du 7-20 ans tantôt, puis même très jeune, parce que j'avais 11 ans quand mon père est décédé. Fait que, tu sais, à quelque part, là, tu t'apprends à en prendre sur tes épaules, puis à travailler, puis bon, à faire des choses pour la famille. Donc, ce saboteur-là, le soifeur, chez moi, il est très présent, a été très présent, puis il l'est encore aujourd'hui. Donc, je me parle, je me raisonne, je m'arraisonne pour pouvoir calmer le jeu chez moi. Puis le fait plaisir, bien, il est présent aussi. Mais à quelque part, bien, j'ai appris à dire non, puis j'ai développé des techniques que j'enseigne dans mes formations, mais des techniques qui permettent de pouvoir prendre de la distance de l'action, puis de ne pas me surcharger ou me pénaliser au travail parce que si je ne me mets pas un cadre, OK, à ce moment-là, bien, ça risque de déborder. Fait que c'est possible de travailler ces saboteurs puis de transformer un message contraignant en un message encourageant, mais ça demande de l'effort, ça demande de l'attention et surtout, ça demande de la conscience. Et c'est pour ça que je dis, moi, que c'est passer d'un statut de pleine conscience à un statut de pleine confiance. Plus tu es conscient de ce que tu fais, plus tu développes de la confiance en toi et plus tu exerces un leadership qui est inspirant, inspiré, comme je mentionnais tantôt. Ça répond-tu à ta question? Totalement. Puis et toi, ton saboteur? On renverse les rôles. C'est drôle, François, parce que on s'est rencontrés dans la vie, puis je crois qu'on a un peu les mêmes. Tu sais, moi, sois fort, puis fait plaisir, c'est les deux miens. Tu sais, dans le sens, on va s'épargner la discussion dans ton podcast. Ceux qui veulent, on en a déjà fait un épisode ensemble, tu m'avais invité. Entendre mon parcours de vie. Ben moi aussi, je suis un fortin, j'ai dû devenir fort jeune. Là, on va le dire de même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est les deux miens. Puis je pense que ça m'a... Je vais le dire comme ça, là, François. Jusqu'à ta rencontre, dans mon cas à moi, ça m'a beaucoup autodétruit dans la vie personnellement. D'accord? Et ça m'amène à penser... Tu sais, toi puis moi, on vit dans une réalité professionnelle où on parle à beaucoup de gens en position de décision, des dirigeants, des superviseurs, des directeurs, des leaders, tu sais. Ouais. Toi, là, mettons, là, t'en rencontres un demain matin avec un bon café, là. C'est quoi la question qui te permet, mettons, en 30 secondes, de savoir si un leader qui est devant toi, est-ce que c'en est un qui est dans une phase où qui va se dépasser, hein, qui va être excellent, ou s'il est dans une phase où il va s'autodétruire comme moi pendant des années? C'est quoi la question? Il y en aurait plusieurs, là, mais puisque tu me donnes une question, je vais dire, bien, j'arriverai avec la personne pour la mettre en situation. Donc, mettre la personne en situation de dire, bien, écoute, là où tu es aujourd'hui, là, puis de la façon dont tu exerces ton leadership, donc tu leads ton business. Projette-toi, là, dans 3 ans, dans 5 ans d'ici, tu vas être rendu où en continuant à faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu vas être rendu où en continuant à faire ce que tu fais aujourd'hui? Puis l'essence de cette question-là, c'est Albert Einstein, qui disait « La folie, c'est de répéter jour après jour les mêmes actions, les mêmes gestes, puis de penser avoir des résultats différents. » Donc, comme tout être humain veut grandir, veut croître, comme tout entrepreneur veut développer son business, faire profiter et grandir son business, s'il répète demain, puis après-demain, puis après-demain les mêmes choses, il n'y aura pas d'autres résultats que ceux qu'il a aujourd'hui. Donc, ça me permet de voir la logique, la réflexion de la personne
où il s'en va. Puis là, s'il me dit, ben j'aimerais ou je souhaiterais, tout ce qui termine par « pour moi, là, ça mène nulle part. C'est du conditionnel. D'ailleurs, tu vas peut-être me trouver grossier, peut-être les auditeurs grossiers aussi, mais une raie, là, tous les êtres humains sur Terre n'ont une à la base de la colonne vertébrale, exact, entre les deux fesses, et règle générale, ça pue. Donc, on ne prend pas des raies. Les scies mangent les raies en plus. Oui, c'est ça. Fait que, à quelque part, ce qui est important, c'est de voir non pas la réponse que la personne va me fournir, mais ce qu'elle va me transmettre dans sa réponse, puis de voir l'authenticité, puis la réflexion que la personne a faite avant de me donner une réponse. Parce que chez l'être humain, une réponse qui vient spontanément, c'est une réponse qui n'est pas pensée. C'est une couverte, là. C'est comme... C'est ça, c'est une couverte. C'est un automatisme. Mais, tu sais, quand tu me poses une question, puis que là, je réfléchis, bien, je suis en train de penser à ce que je vais te donner comme meilleure version de la réponse que tu t'attends sur ta question qui est pertinente. Donc, si mon... Mais là, si il irait. Mais dans le cas, je vais enlever le si, mais dans le cas où mon client, là, ou mon futur client, OK, il me répond spontanément, puis je vois que c'est pas réfléchi, c'est pas pensé, bien, c'est une mauvaise réponse. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais la mauvaise réponse, c'est que c'est une réponse qui est non consciente, qui est non réfléchie. Et je sais très bien que là, tout de suite, il se retrouve dans une zone de vulnérabilité. Tôt ou tard, ça va le rattraper. Bien, totalement. Puis pour dire aux auditeurs en ce moment, c'est pas juste une question puis une réponse que vous avez eue en ce moment. C'est un fait, c'est factuel. Moi, François, cette question-là, il me l'a posée en pleine face un jour, puis je me suis à pleurer devant lui en répondant ensuite. Ouais. Moi, où ce que je me voyais dans les 3 années, c'était dans la même marde. Ouais. Puis je le disais comme ça, puis je savais pas quoi faire d'autre ou changer dans l'équation jusqu'à temps que je comprenne que, ben, dans l'équation, il y avait beaucoup de moi. Oui. Puis c'est drôle à dire parce qu'on le voit pas, même si on se victimise pas dans la vie, moi, je me victimisais pas. J'étais pas quelqu'un qui disait que la faute est de tout le monde sauf la mienne, mais j'avais la misère à voir où étaient mes saboteurs à moi et de quelle manière interagissaient-ils avec ma réalité directement, puis mes choix, puis ma manière de me présenter aux gens, tu sais, surtout. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup ta réponse, qu'est-ce que tu nous as donné. Puis c'est vrai, comme je l'ai dit. Si j'ai une baguette magique, là, c'est le temps des fêtes. Moi, je suis plugué directement là, avec les lutins, le Père Noël et la Fée des Étoiles, comme tout le monde le sait. Et je peux réagir, je vais réaliser un de tes vœux, OK? Oui. Si demain matin, magie, tu pouvais implanter une seule habitude dans la tête de tous les leaders du Québec ou du Canada ou du monde, François, s'il te plaît. En ce moment, je dirais du monde, moi. Ouais. Ça serait quoi, cette habitude-là que tu implanterais chez tous ces gens-là, comme, je sais pas, moi, Macron, Trump, le directeur de chez Hydro-Québec, ou c'est tout le monde qu'on connaît qui sont des leaders, là. Ben écoute, je te dirais que ça rejoindrait beaucoup ce qu'on a parlé tantôt, la conscience, le regard de soi, puis la conscience de soi. D'être conscient, d'être davantage plus conscient de qui on est, puis de ce que l'on fait. Puis d'avoir au moins, de prendre au moins un 10-15 minutes par jour. S'éloigner, puis tu sais, pas être connecté à rien, ne pas être connecté à un téléphone, dire, regarde, je prends 10-15 minutes, puis je scroll sur mon téléphone, peu importe l'application, là. Mais de prendre un 10-15 minutes par jour, de se recentrer sur soi-même, de développer son niveau de conscience en soi, sur son environnement, puis de se poser des questions pertinentes comme celles que je disais tantôt, là. Tu sais, dans 3 ans, dans 5 ans d'ici, tu te vois où, là? OK, tu te vois où dans ta vie personnelle? Tu te vois où dans ta vie professionnelle? Tu te vois où comme parent, comme conjoint, comme conjointe? Là? Et de prendre conscience davantage. La vie va vite. Ça va très vite. Très, 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 très vite. Et plus on avance dans l'ère moderne, plus c'est vite. Avec l'intelligence artificielle, les médias sociaux et tout. OK? Puis tu te promènes sur la rue, puis tu vois des gens avec le téléphone cellulaire planté d'en face. OK? Ils ne regardent même pas où ils marchent. Non, c'est ça. OK? Puis on dirait que les gens ont
peur, ont développé une peur, un inconfort. D'être dans leur pensée? Oui, une incompatibilité d'être dans leur pensée, de prendre un temps de soi Pourquoi? à soi. C'est inconfortable. C'est inconfortable. Les gens ont besoin de bruit ambiant. Tu sais, je dirais pas que la technologie est pas bonne. Non, mais je te comprends ce que tu veux dire. La technologie a pris trop de place aujourd'hui pour l'espace qu'elle a besoin. Puis ça me fait penser à l'analogie de la grenouille dans la marmite. Là. Puis je pense que je te l'ai déjà raconté. Ouais. La métaphore, pardon, de la grenouille dans la marmite. Tu sais, on prend une grenouille, un crapaud, un batracien à sang froid. On le prend, puis on le met dans une grande marmite là, avec un peu d'eau froide dans le fond. Il va être tellement bien, ce crapaud-là, cette grenouille-là va être tellement bien qu'elle va rester là, puis elle ne bougera pas. Ouais, c'est ça. Prenez la marmite, mettez-la sur un rond de la cuisinière, puis ouvrez à feu très doux. Faites-le pas, là, en passant, mais ouvrez à feu très doux. OK? Ce qui va arriver, c'est que l'eau va se réchauffer tranquillement. Et plus l'eau va se réchauffer, plus le sang du batracien va se réchauffer et plus il va perdre ses facultés de pouvoir sauter. Fait que plus qu'il va rester là. Et oui, puis l'eau va finir par être bouillante, puis il va cuire. Donc, l'humain est un peu ça. Donc, la vie, ça roule, ça avance. La vie, c'est cuisant. Mais quand on ne prend pas le temps de réfléchir, quand on ne prend pas le temps, ce temps-là de conscience, de regard tourné sur soi, bien, il y a des éléments de la vie qui vont nous rattraper tôt ou tard et qui vont faire qu'on va dire, un peu comme je le disais tantôt, j'ai peut-être réussi ma vie financièrement, j'ai peut-être réussi ma vie au niveau de mon entreprise, mais j'ai manqué ma vie au niveau personnel, relationnel, les amis, le sport, le loisir. Oui, c'est triste. Donc, c'est ça. Fait que, un peu comme la métaphore de la grenouille dans la marmite, prenez un temps avant de cuire, avant d'être saisi par des événements ou des éléments qui vont vous dépasser, qui vont vous surprendre. Puis justement, si on ne veut pas cuire dans la marmite, là, ouais. Selon toi, là, comme une petite grenouille équipée, là, ça serait quoi le skill incontournable? Excuse-moi. Je me suis fait rire moi-même. C'est quoi le skill qui est incontournable à avoir dans une marmite dans les 5 prochaines années? Ben écoute, je te dirais que comme skill, là, c'est... pour les leaders, là, mettons. Oui. Il n'y a rien... Il n'y a pas de méthode, puis il n'y a pas de recette miracle. OK? Mais je te dirais que ce qui est important, c'est de faire des petites pauses, d'être indulgent envers soi-même. OK? Beaucoup d'indulgence envers soi-même. Les gens s'en mettent lourd et large sur les épaules. Donc, faire preuve d'indulgence envers soi-même, d'avoir la capacité de dire, bien, écoute, regarde, je me paye un break aujourd'hui, là. J'ai le droit de kicker out là, de mon entreprise, puis de faire confiance aux gens autour de moi. Là, fait que ça demande de développer plusieurs aspects de sa personnalité, puis ça touche aussi à la conscience que je parlais tantôt. Là. Mais de prendre ça plus relax. Qu'est-ce qui est plus dangereux là, que ce qui se passe déjà? J'arrive, puis là, il y a des gens qui vont me parler, par exemple, écoute, de catastrophes, là, puis bon, là, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler, puis s'ils ne sont pas là dans l'entreprise, s'ils ne sont plus là demain matin, bien, tout va tomber. Entend de ça, là. Ouais. Tout va s'écrouler, là. Mais écoute, je m'amuse à dire que quand tu arrives dans un cimetière, chaque cimetière là, de la planète est rempli de personnes irremplaçables. Ben oui, c'est ça. Mais ces non, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein? Je comprends totalement ce que tu veux dire. Ils sont irremplaçables. Mais la Terre continue de tourner encore. Je comprends ce que tu veux dire en plus. La Terre continue de tourner encore. OK? Puis, fait que ces gens-là, ce que tu es en train de me dire, qui sont comme non, ça ne marchera pas si je suis pas là, ben quand ils sont plus là, il y a quelque chose qui se passe, qu'il soit là ou pas. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Que ce soit bon ou pas, ce qui se passe, ça va se passer pareil. Puis j'ai pas le décompte exact, là, mais depuis que l'humanité existe, que l'homme est sur la planète, là, avec toutes ses folies, là, il y a des milliards de personnes qui sont mortes, là. Puis il y a dû l'avoir là-dessus qui était déjà occupé, là. Oui! C'est ça. Je comprends ton point. La mort, elle n'attend pas que tu sois prête, là, tu sais. Non. Ah, j'ai pas fini mes dossiers, j'ai pas fini les affaires, la transaction. Non, tu meurs. Puis on est tous là aujourd'hui, là. Je comprends totalement ce que tu veux dire.
C'est ça. Fait que, saisissons cette chance dans le moment présent. Oui, soyons là dans le moment présent, saisissons les opportunités avec les personnes dans le relationnel, les événements de la vie, les petits plaisirs. Tu m'envoies des photos puis des petites vidéos avec ton garçon quand tu l'as. Là. OK, mais écoute, c'est magique, ça. Ben oui, moi, j'aime ça au bout. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. Ça n'a pas de prix. Non, mais ça n'a pas de prix, puis c'est drôle ce que je veux dire, ça n'a pas de prix, puis ça vaut des millions en même temps. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est pas achetable. Pour vrai, François, il y a pas ce que tu as dit là est tellement beau, parce que l'exemple de mon gars, je pense que les gens vont le comprendre aussi, ceux qui ont des jeunes enfants. Quand tu prends du temps avec ton jeune enfant, là, ça, là, pour vrai, il n'y a pas de taux horaire à ça. Il n'y a pas de... Il y a personne qui va me payer assez cher dans la vie que j'ai... Tu comprends-tu? Ouais. Pour remplacer ce plaisir-là, là. Fait que finalement, pour répondre à ta question, je te dirais que la régulation de soi, réguler, tempérer, obtempérer, puis d'être plus, d'avoir un thermomètre interne, hein, OK, qui nous permet de prendre notre température. Puis on sait que l'être humain n'est pas fait pour vivre à 105 de fièvre. Donc, d'avoir un thermomètre interne, de tempérer puis de réguler autant que possible ses émotions. Puis l'être humain, c'est un être qui est en réaction constante face au stress. Ouais. Donc, si je ne prends pas le temps de me connecter à moi-même, bien, le stress va me dévorer. Ouais. Donc, c'est ça. La régulation de soi. La régulation de soi, ce que ça me permet de comprendre avec ce que tu donnes là comme information, c'est que ça te permet de te connecter à toi plus facilement, donc de te connaître toi-même plus facilement. De là, la phrase « connais-toi toi-même ». Puis, justement, quand tu te connais, François, toi qui se connais soi-même, si j'enlève ton rôle, ton expertise, ta posture, tout ce qu'on voit de toi de l'extérieur, c'est qui, François, l'homme à l'intérieur, là? Ben écoute, je te dirais que autant j'aime les gens, autant j'aime le public, autant j'aime me rencontrer, puis faire le don de moi, le don de mes sagesses, comme tu le dis, là. Autant que je vais arriver les fins de semaine, puis je vais avoir plus tendance à me retirer. J'ai besoin d'un peu d'espace, de temps pour moi, OK, de m'isoler, me refermer avec la famille, les amis, les proches. Là. Mais ça, c'est un aspect important de moi. Là. OK? Je parlais de réguler à l'instant, là, mais ça me permet de réguler parce que pour moi, peut-être pour certaines personnes, ça peut aller, mais pour moi, je ne peux pas m'exposer, OK? Puis de faire le choix de m'exposer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, OK? Je serais un très mauvais politicien. Tu sais, d'avoir des 200 jours d'affilée là, à courir d'un bord et de l'autre, ça c'est pour toi. Non. En même temps, mais écoute, je suis un homme de cœur. Mais ça doit paraître, je suis un humaniste, je suis un homme de cœur, je suis quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui ne remet pas mes engagements, mes amitiés, qui ne remet pas ça en cause. OK, je peux avoir des différends avec des personnes, mais pas un différend qui va venir briser une amitié, par contre. OK? Fait que je regarde au niveau politique, j'ai un ami qui est très, très, très proche de moi, puis on a des divergences d'opinion. Ah oui, divergences d'opinion au niveau politique, les choix que lui il a, les choix mais ça ne brise pas votre amitié. Ça brise pas notre amitié. OK? Parce qu'on est capable de se respecter là-dedans. Donc, ma valeur principale, ma valeur fondamentale, moi, c'est le respect. Donc, tant que les gens me portent respect, puis j'ai le droit à mes opinions, tu as le droit à les tiennes aussi. Donc, c'est correct, ça va dans le bon sens. Donc, un conjoint, ça fait 38 ans que je suis marié avec la même conjointe. On a une grande fille ensemble. Donc, un papa d'une belle grande fille qui a eu 34 ans il n'y a pas tellement longtemps, de qui je suis très près et qu'elle est très près de moi aussi. Là. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça c'est de l'art. Un peu comme dans la relation avec ton garçon. Tu disais, mais tu es millionnaire avec ça. Bien, ça, là, pour moi, là, ça a une valeur incommensurable. Donc, c'est ça. Fait que un homme, un humain, un humaniste, un homme de cœur, puis quelqu'un qui est vraiment présent, pas dans la fausse modestie puis dans la fausse bienveillance. Quand je donne un commentaire à quelqu'un, c'est parce que je le ressens puis je le dis. Et des fois, il y a des personnes par le passé qui m'ont demandé des commentaires ou des opinions ou d'émettre un critique, par exemple, sur un aspect de leur travail ou de leur personne. Puis à chaque fois, ben, tu sais, je dis à la personne, mais écoute, es-tu prêt à entendre ce que j'ai à te dire? Mm-hmm.
Tu me demandes la vérité, je vais te la dire. Oui, c'est ça, je comprends. Mais tu prêt à entendre ce que j'ai à te dire. Si tu es prêt à entendre, je vais te le dire. Si tu n'es pas prêt à entendre, là, OK, on va passer à un autre appel. Je comprends. OK? Parce que je vais être franc. Je comprends. Donc, c'est pour ça, probablement pour ça qu'on m'a appelé François. Exact. Ça, c'est François. François, on a passé déjà une belle heure ensemble. Oui, tout à fait. Si on y va avec la dernière question. Oui. Si je te pose comme dernière question, tout simplement, François, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, directement, comme personne? On se met tous ensemble, là, puis on a de la magie ensemble, là, mettons, là, puis on pense à toi, là. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'homme? Qu'est-ce qu'on souhaite à ce François-là qui nous a parlé aujourd'hui, qui nous a expliqué de manière intègre, vulnérable, qui était, là? Ouais. Ben, je pourrais avoir 2-3 cadeaux, là, mais je vais le donner sous forme de mots. La paix. La paix. La paix puis la sérénité. Donc, tu sais, on vit tous et toutes de différentes façons là, des événements dans notre vie. Mm-hmm. Mais la paix intérieure, être en paix, parce que, tu sais, chacun, on peut se faire des reproches, puis on peut avoir des regrets, des remords, etc. Mais d'avoir la paix intérieure, OK, parce que ma vie n'a pas été parfaite, puis ça n'a pas été parfait sur toute la ligne, loin de là. OK, puis je m'amuse souvent à dire, sans entrer dans la religion, il y a une seule personne qu'on nous a appris qui a été parfait sur Terre, puis il a terminé sur une croix. OK, puis on l'a fini avec des coups de lance dans les côtes. Apparemment, ça fait très mal. Alors, donc, restons imparfaits. C'est ça. Puis l'être humain est un être parfaitement imparfait, donc ça, c'est correct. Mais d'avoir cette paix-là, OK, puis la sérénité aussi comme personne, tu sais, en vieillissant, il y a plein de priorités qui vont changer, il y a plein de façons de voir la vie, de voir les choses qui vont changer. Mais, tu sais, la sérénité, puis on peut parler de spiritualité aussi, ben, je pense que je suis rendu là dans ma vie. Donc, paix et sérénité, là, c'est 2 beaux cadeaux. J'adore. Si on y va maintenant, ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Peux-tu répéter ta question? Je dis maintenant, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Ce que je vous souhaite, c'est de vous trouver vous-même. Oh, wow! De vous trouver vous-même. Il y a Gandhi, dans une de ses citations célèbres, qui disait « Le plus grand voyage n'est pas de faire le tour du monde 10 fois, mais de faire le tour de soi-même une fois. » Donc, je souhaite à chacune de vous de pouvoir vous retrouver face à vous-même, pas face à un écran d'ordinateur ou de téléphone portable, mais de vous retrouver avec vous-même, puis de voir vraiment le réel de la personne que vous êtes et d'accepter et d'accueillir ce réel-là qui est en vous et de faire grandir votre personne avec votre homonyme intérieur qui est caché. Merci beaucoup, François, de nous souhaiter tout ceci. Ben merci. J'ai rien d'autre à ajouter à part merci d'avoir joué le jeu aujourd'hui à toi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et merci, dans un cas spécial comme aujourd'hui. Ben, merci, François, au bénéfice de tout le monde là, ici, là, qui nous écoute. Merci de me laisser être qui je suis dans la vie et de laisser être qui sont les gens autour de toi. Ça, c'est merveilleux en passant. Puis je pense que ça fait partie du leadership aussi, de laisser être les gens. Tout à fait. Ça fait partie du leadership durable. Merci à toi, Nathan. Ce fut un plaisir. Merci à vous qui prenez le temps, qui prenez soin de nous écouter sur ce podcast. Et je vous invite à le partager avec des parents, des amis, de la famille. Et si ce n'est pas déjà fait, bien, vous pouvez déjà vous abonner soit à ma chaîne LinkedIn ou à ma page YouTube là, sur Ceci n'est pas du coaching. Et vous avez l'occasion aussi de venir sur la chaîne YouTube là, pour venir chercher une multitude d'autres vidéos formatives, informatives et d'autres podcasts qui font partie des 3 premières saisons. Parce qu'à partir de 2026, ça va être ma 4e saison podcast. Donc, une nouvelle année, une nouvelle expérience pour moi. Donc, merci Nathan. Merci à vous toutes, à vous tous. Et à très bientôt. Merci, bye.